Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Le diabète de type 2 est une maladie insidieuse. Silencieuse, elle s'installe sans qu'on s'en rende compte. Dangereuse, elle est à l'origine de nombreux et graves désordres pour les personnes qu'elle touche. En plus, elle est difficile à combattre parce qu'elle nécessite qu'on change ses comportements et son hygiène de vie. Et le nombre de personnes touchées ne cesse d'augmenter de jour en jour, au point qu'on parle d'une véritable épidémie de diabète de type 2. Alors comment éviter qu'elle vous touche, ou en tout cas comment retarder son apparition? C'est ce qu'on va voir avec ce premier numéro de 30 minutes santé de l'INSERM intitulé « Diabète de type 2, comment l'éviter ?» Bonjour professeur Boitard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être l'invité fil rouge de 30 minutes santé. Professeur Christian Boitard, vous êtes médecin, chercheur et professeur d'immunologie clinique. Vous travaillez à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au sein duquel vous dirigez un institut, celui de physiopathologie, métabolisme et nutrition. Vous êtes normand, vous avez fait vos études à Caen, et pendant que vous étiez interne à l'hôpital, interne en médecine, vous vous posiez des questions sur les mécanismes des maladies que vous traitiez, et du coup vous êtes parti faire de la recherche à Stanford, aux États-Unis, et de retour en France. À l'hôpital Necker, vous avez ce qu'on appelle créé la diabétologie, c'est-à-dire que vous avez mis en place la prise en charge des patients diabétiques, donc à l'hôpital Necker, et depuis la diabétologie ne vous a tout simplement jamais quitté. Alors, professeur Boitard, notre objectif aujourd'hui avec vous, c'est de voir comment éviter le diabète de type 2. Alors, je sais qu'apparemment, on ne peut pas vraiment l'éviter. Il s'agit plutôt de la prévenir, de retarder son apparition. Le diabète de type 2, c'est 90% de tous les diabètes. Mais avant cela, je voudrais qu'on regarde ensemble les dangers associés à cette maladie. Alors, regardez, ça c'est une liste impressionnante. Première cause de cécité entre 20 et 75 ans. Première cause d'amputation chez l'adulte. Première cause d'insuffisance rénale terminale chez l'adulte. Et puis on voit du cancer, de l'Alzheimer, de l'infarctus. Les risques sont augmentés, soit par 2, soit par 3. Donc c'est vraiment une maladie grave, professeur Boitard, que ce diabète. Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre ce qu'on appelle diabète d'une part et tout ce que vous avez listé là qui sont ses complications. Donc le diabète, c'est une maladie qui comporte à l'origine un défaut de sécrétion du pancréas et secondairement un défaut d'insuline. D'insuline et secondairement donc d'action de cette insuline. La conséquence du diabète, c'est que la glycémie va monter. La glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang. Dans le sang, et que toutes les cellules de l'organisme vont baigner dans un surplus de glucose. Et c'est pas bien et le ça glucose va créer... Le glucose, c'est un carburant, oui. Et c'est à ce titre très bien. Donc c'est mais essentiel, quand il est c'est en vital, excès, le glucose. oui, mais quand vous submergez un moteur avec son carburant, eh ben, le moteur va se mettre à tousser. D'accord. Et donc, ça va avoir un impact secondaire sur toutes les cellules de l'organisme à l'origine de ces complications que vous avez citées. Donc maladie grave, maladie redoutable quand même, parce que si je vous avais dit, voilà, j'ai une maladie, elle va augmenter par 2 le risque d'Alzheimer, vous dites, mais je veux l'éviter. Mais là, c'est pas seulement l'Alzheimer, c'est aussi le cancer, c'est aussi l'infarctus du myocarde, c'est la cécité, c'est des amputations. Oui, donc ça, c'est grave, et c'est pour ça que ça demande un suivi médical le jour où on fait le diagnostic de diabète très précis, de façon à, l'enjeu, c'est prévenir les complications. C'est prévenir la cécité, vous parliez d'Alzheimer. Oui. Il y a un équivalent de maladie d'Alzheimer dont le risque est multiplié par 2 chez les diabétiques. C'est en réalité une maladie microvasculaire du cerveau, simplement parce que tout l'organisme est submergé par un afflux de carburant. Alors c'est ça qui explique, parce qu'il y a un côté très mystérieux, on a du mal à la cerner, cette maladie, quand on n'est pas un spécialiste comme vous. On se dit, mais quelle est la relation entre du cancer, d'Alzheimer, de la cécité? Et en fait, c'est que, comme vous disiez, les cellules humaines baignent dans trop de sucre, finalement. Dans un excès et de le sucre, carburant. finalement, c'est un poison à certains égards? Non, le sucre n'est pas un poison, au sens où c'est le carburant trop, que l'espèce humaine a sélectionné. Quand il y en a trop, il devient néfaste. Mais en revanche, quand il y en a trop, ça a des conséquences délétères. Est-ce que vous avez l'impression que le grand public est conscient de la gravité de la maladie? Non, je pense que le grand public n'est pas conscient de la gravité de la maladie, des implications que ça a. Et je crois qu'il y a une donnée qui l'indique très clairement, c'est que dans le monde, 50% des cas ne sont pas connus. Ils ne savent pas qu'ils ont un diabète. Et en France, c'est un tiers. Donc on dit, j'ai dit ça au début, là, c'est une maladie silencieuse. C'est une maladie qui s'installe progressivement et on ne s'en rend pas compte. Quand on parle de maladie, c'est presque un excès de langage. C'est simplement des chiffres glycémiques qui sortent statistiquement
de la moyenne de la population. Ça, en soi, ça n'est pas une maladie. D'ailleurs, quand on voit un patient... C'est pour ça qu'on a du mal à l'identifier. Quand on voit un patient qui a un diabète et qu'on lui demande pourquoi il vient voir le spécialiste, le diabétologue, en général, le patient dit « je ne sais pas très bien, c'est mon médecin qui a fait un examen, il dit que c'est terrible parce que j'ai le sucre trop élevé ». Donc c'est pas comme une pneumonie, voilà, j'ai un virus, j'ai une... On verra tout à l'heure pourquoi d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est plus simple, alors que là c'est quelque chose qui s'installe progressivement, silencieusement, et qui commence quand même à faire ses effets délétères. Une maladie chronique, qu'est-ce que ça veut dire une maladie chronique ? Une maladie chronique, ça veut dire une maladie qui débute probablement très tôt. L'anomalie chronique, ça veut dire diabète... Chronique, ça veut dire qu'on va vivre, une fois qu'elle est installée, on va vivre toute sa vie avec. C'est ça que mais ce n'est pas une maladie qu'on attrape un jour. C'est ça. Hein, les anomalies... ce qui est très particulier du diabète, c'est sa génétique. Hein, dans les maladies génétiques classiques, vous avez un gène qui est anormal, une mutation, qui va expliquer une maladie. Là, il n'y a pas de gènes anormaux. En revanche... toute l'espèce est diverse. Il y a des gens qui mesurent 1,60 m, d'autres 2 mètres. Oui. Ils sont normaux. C'est ça. Ils ont simplement des gènes qui contrôlent la croissance, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. L'espèce est diverse. C'est la même chose dans le domaine du diabète. C'est la même chose dans le domaine du diabète. Il y a quand même des gènes qui sont favorables ou défavorables, des aides de prédisposition à la maladie. Ils sont tous des gènes normaux. D'accord. Mais c'est leur association, c'est l'association de gènes plutôt défavorables pour ça, qui va être à l'origine du terrain génétique du diabète. Et ces gènes défavorables pour ça, ils sont éventuellement favorables d'ailleurs pour d'autres choses. Voilà, donc c'est ce qui rend tout ça extrêmement complexe. Donc une maladie chronique quand même, parce que ça veut dire qu'une fois qu'elle est installée, on ne va pas s'en débarrasser. Une maladie progressive aussi, c'est-à-dire que forcément, elle va d'année en année plutôt aller vers une forme d'aggravation ou pas du tout? Ou est-ce qu'on peut avoir des moments de mieux, si je puis dire? Alors l'image habituelle qu'on en a, c'est qu'elle va s'aggraver progressivement et qu'il va falloir progressivement faire évoluer le traitement. Une chose qui mérite d'être dite, c'est que ce qu'on appelle diabète de type 2, vous voyez, il n'y a pas d'examen biologique qui, devant une élévation de la glycémie, permette de dire c'est un diabète de type 2. D'accord. Et il est probable que sous ce couvert de diabète de type 2, il y ait en fait plusieurs sortes de, entre guillemets, maladies qui soient très différentes. Et ça, on commence à le savoir. Des diabètes, qu'on va appeler des diabètes de type 2. C'est des diabètes, puisque la glycémie est élevée. De point C, etc. On aboutira peut-être à ça. Alors, je voudrais qu'on regarde une autre carte, vraiment intéressante. C'est une carte du surpoids et de l'obésité. Alors, c'est 2013, mais enfin, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Et on voit qu'effectivement, le surpoids et l'obésité sont plutôt concentrés vers le nord de la France. Et si on regarde la carte du diabète, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que là aussi, on est plutôt du côté du nord de la France. Est-ce que pour vous, ça signifie, cette carte, qu'il y a un lien, effectivement, entre obésité et diabète? C'est-à-dire que plus je suis obèse, plus j'ai de risque de développer un diabète de type 2? Deux choses. D'abord, le terrain génétique de l'obésité et du diabète, les deux terrains génétiques sont différents. Il y a très peu de gènes qui sont communs aux deux états quand on étudie des populations de gens qui ont un surpoids, des populations de gens qui ont un diabète. Donc c'est clairement deux choses différentes. Le point qui explique le lien entre obésité et diabète, c'est le fait que quand vous prenez 20 kilos, il faut sécréter 4 fois plus d'insuline pour rester normoglycémique. Donc si vous avez un diabète, donc une sécrétion d'insuline défaillante, eh ben vous n'arrivez pas à atteindre ce seuil. C'est pour ça qu'il y a un rapport entre les deux et que le diabète, en fait, est plus révélé par un surpoids ou une obésité qu'une identité entre les deux entités pathologiques. D'accord. On est bien d'accord quand même que si je suis obèse, j'ai plus de risques de développer un diabète de type 2 que quelqu'un qui a un poids normal, entre guillemets. Vous allez surtout le révéler plus tôt. D'accord. Donc le révéler, c'est-à-dire qu'il va apparaître plus tôt. Il va apparaître plus tôt. D'accord. Parce que l'obésité va créer tout un état qui va faire que l'insuline va moins bien agir sur les organes sur lesquels elle doit agir. Et notre but, c'est quand même de retarder l'apparition du diabète de type 2 jusqu'à la limite qu'il n'apparaisse jamais et qu'on décède âgé avant qu'il n'apparaisse. Il y a une situation clinique qui, je trouve, explique ça très clairement, c'est le diabète gestationnel. C'est des femmes qui, au 3e trimestre de la grossesse, développent un diabète. Et l'interprétation qu'on a de ça aujourd'hui, on sait qu'il y a une insulinorésistance, c'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'insuline dans le 3e trimestre de la grossesse. Elle a probablement été sélectionnée au cours de l'évolution de façon à s'assurer qu'on dérive le carburant, c'est-à-dire le glucose, vers le fœtus. L'idée, c'est que ce carburant est vers le fœtus. Et les femmes qui ont
ce défaut de sécrétion d'insuline, même si elles ne sont pas diabétiques, elles vont le révéler au cours du 3e trimestre de la grossesse. Le lendemain de l'accouchement, elles sont normoglycémiques, elles n'ont plus de diabète, mais elles seront évidemment à risque de le développer ultérieurement et justifieront d'une surveillance. Mais je trouve que c'est une bonne image en raccourci de ce que peut être le diabète de type 2. Sous-jacent. Alors, dans 30 minutes santé, on a à chaque fois des invités et on va accueillir tout de suite Fabienne Foufel et Jean-François Thébault. Merci beaucoup d'être avec nous. Installez-vous, je vous en prie. Fabienne Foufel, bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM. Vous dirigez une équipe de recherche qui s'intitule Maladies métaboliques, diabète et comorbidité à Paris. Donc vous êtes vraiment la spécialiste de ces mécanismes. J'avais envie qu'on fasse un petit focus sur une molécule qui est le GLP-1, qui est une protéine qui existe dans le corps humain, à l'état naturel, si je puis dire. Et on est capable d'utiliser, si je puis dire, ce GLP-1 ou des molécules qui y ressemblent parce qu'elle a un effet bénéfique. Alors là, on ne parle plus de la manière d'éviter ou de retarder l'apparition d'un diabète, mais on parle plutôt de, une fois qu'il est installé, comment est-ce qu'on peut essayer de le traiter? Est-ce qu'on peut parler de ce sémaglutide avec vous une seconde? Alors, bon, le sémaglutide est un exemple de GLP-1. Donc le GLP-1, c'est une molécule, une protéine, comme vous l'avez dit, qui est sécrétée par notre organisme, par l'intestin, par les cellules L de l'intestin, et qui est sécrétée lorsqu'on consomme du glucose, en fait. Et le rôle, je dirais, qui a été identifié au départ du GLP-1, c'est de potentialiser la sécrétion d'insuline. Donc quand on est dialysé en présence de glucose. C'est-à-dire, quand il y a du glucose, l'insuline est créée par le pancréas pour réduire la quantité de sucre dans le sang. Et là, ce GLP-1... Voilà, le GLP-1 va aider à la sécrétion d'insuline par le pancréas, mais ne le fait qu'en présence de glucose. Et ça, c'est formidable. Ce qui veut dire pas n'importe quand. Voilà, ce qui veut dire que ça va éviter les hypoglycémies, qui est un des problèmes majeurs des sécrétagogues d'insuline. Donc ça, c'est une nouvelle molécule, donc inspirée du GLP-1. Voilà. On l'utilise depuis 3 ans. Donc on l'utilise depuis un petit peu plus longtemps. Donc oui, c'est 7-8 ans, je dirais. Plus de 10 ans, oui. D'accord. Et le GLP-1, en fait, un de ses problèmes, c'est que c'est une molécule qui a une demi-vie très courte dans l'organisme. Donc les industriels ont eu 2 moyens pour augmenter l'effet du GLP-1. C'est d'une part jouer sur sa dégradation en inhibant l'enzyme qui le dégrade, ce qu'on appelle les inhibiteurs DPP4, mais également en produisant des analogues du GLP-1 qui sont des molécules qui sont moins vite dégradables. Moins vite dégradables, on a besoin d'avoir que ces molécules puissent faire effet longtemps dans le corps. Fabienne Foufel, pour autant, vous me disiez qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement de recherche des laboratoires pharmaceutiques sur une maladie comme le diabète de type 2. Donc l'arsenal thérapeutique, Christian Boitard pourra en parler probablement mieux que moi, mais l'arsenal thérapeutique était basé sur les sulfonylurées qui permettent de sécréter l'insuline, la metformine, qui est vraiment le gold standard. Parlons des laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui, ils ont arrêté de faire beaucoup de recherches là-dessus? Alors, il y a de moins en moins de laboratoires qui s'intéressent à la... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que c'est une maladie chronique. Eh bien, justement, elle s'installe longtemps, donc il y a beaucoup de malades, je vais avoir un énorme marché. Le marché est énorme, mais c'est une maladie chronique qui est silencieuse, comme on a dit. Donc les malades, en fait, n'ont pas de troubles qui les empêchent de vivre, et qu'une maladie chronique, il faut la traiter toute sa vie, avec des problèmes... Donc ça fait un énorme marché. Alors où est le problème? Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font pas parce que c'est plus facile de traiter le cancer qu'une maladie ou une leucémie ou une maladie où on va donner un médicament, qu'un traitement à long court qui peut avoir des effets secondaires qui apparaissent au cours du temps. Ah oui, c'est ça. Donc ils craignent les effets secondaires, c'est-à-dire je développe une molécule et finalement on s'aperçoit qu'au bout de 10 ans elle commence à produire des effets secondaires, donc on va la retirer du marché. Voilà, ça peut être ça. Et puis il existe un arsenal thérapeutique avec des médicaments qui sont apparus ces dernières, je dirais le GLP-1, les inhibiteurs SGLT2, des inhibiteurs de la réabsorption du glucose, qui sont un arsenal thérapeutique assez efficace. Donc il y a des choses qui marchent déjà pas mal. Qui marchent très bien, avec des effets non seulement sur le diabète, mais aussi pour certains sur l'obésité, sur la prise de poids, sur les complications associées au diabète, complications cardiovasculaires. On va continuer avec M. Thébault, mais avant cela, je voudrais qu'on regarde un graphique. C'est le graphique qui montre ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'épidémie de diabète. 177 millions de personnes, c'était il y a 21 ans. 17 ans plus tard, on est passé
c'est 425 millions de personnes dans le monde, hein, évidemment. Et on imagine en 2045, d'ici une trentaine d'années, donc 639 millions de personnes. On parle d'une épidémie, professeur Boitard. C'est une expression que vous reprendriez à votre compte? Oui, c'est une expression qu'on peut facilement reprendre. Il y a un chiffre que je trouve très intéressant, c'est l'augmentation projetée 2015-2040. C'est autour de 40% dans le monde. En Afrique, c'est 150%. D'accord. Quel est le principal? Plus 150%. Plus 150% Donc en Afrique. ça va exploser. Et quel est le grand facteur de ça en Afrique? Ce n'est pas tout à fait celui qu'on attend, ouais. c'est l'allongement de l'espérance de vie. L'allongement de l'espérance de vie, d'accord. Les gens vont vivre plus vieux, et donc c'est vraiment l'anomalie, on l'a probablement en naissant, mais elle va se révéler au cours du temps. Et le diabète de type 2 en France, ça commence rarement avant 40 ans, c'est vraiment rare. Même si aux États-Unis, on voit des adolescents qui développent des diabètes de type 2. Mais quand vous vous promenez aux États-Unis, vous voyez bien que la pression sur le pancréas est absolument colossale. Le mot colossal veut dire l'excès de surpoids qu'on y voit et d'obésité, qui explique cette explosion, y compris chez des adolescents. Mais en France, c'est rare de voir des diabètes de type 2 avant 40 ans. Avant 40 ans. Jean-François Thébault, alors vous êtes le vice-président de la Fédération française des diabétiques. Merci beaucoup d'être avec nous, dont vous représentez ces patients dont on parle aujourd'hui. Dans un instant, on va s'intéresser à la manière de retarder l'apparition de ce diabète de type 2. Mais quand même, une fois que cette maladie est développée, si je puis dire, qu'on sait qu'on est concerné, est-ce qu'il vous semble que c'est une maladie qui est bien acceptée socialement, ou est-ce qu'on se sent stigmatisé? Il y a des maladies comme ça qui sont stigmatisantes. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on a une stigmatisation du diabète, en particulier du diabète de type 2, qui peut être vue à 3 niveaux. On a fait pas mal d'études au Diabète Lab, qui est l'unité de recherche sociologique de la Fédération française des diabétiques. On a d'abord une stigmatisation de soi-même, psychologique. C'est très culpabilisant. On s'en veut? On s'en veut et les autres vous en veulent. Les autres vous en veulent? Oui, c'est un peu de votre faute. D'accord. Vous aviez fait attention à moins manger, à ne pas être gros, manger moins de sucre. Donc il y a ça, il y a ce regard de soi-même et puis le regard des autres. Et puis il y a aussi, dans cette stigmatisation, il y a aussi sur le comportement quotidien, ça va agir plus ou moins bien. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une maladie chronique, ça veut dire que ça dure toute sa vie. Donc ça veut dire qu'il faut vivre avec la maladie. Jusqu'à présent, les maladies, on en guérissait. Donc on avait une maladie, enfin jusqu'à présent dans les générations précédentes, puis c'était aigu, puis on en guérissait, ou on en mourait. Là maintenant, on n'en guérit pas. Ça va durer toute la vie. Donc il faut vivre avec. Donc le comportement est changé. Puis il y a des troubles qui peuvent apparaître, que vous n'avez pas cités parce qu'ils sont mineurs, mais qui stigmatisent beaucoup, comme les troubles sexuels chez les diabétiques par exemple. Il y a une stigmatisation sociale. Il y a des métiers interdits aux patients diabétiques. Comme quoi, par exemple? Pompiers. À partir du moment où ils ont un traitement hypoglycémiant, qui peut risquer de faire des hypoglycémies, ils ne pourront pas être embauchés. Alors ces jeunes, c'est plutôt les diabétiques de type 1. Mais quand le diabète se révèle en cours de profession, là, il y a une ségrégation à l'embauche. Je suis pompier, j'ai un diabète qui s'installe. À partir du moment où il va être déclaré, un certain nombre de fonctions seront interdites. Par exemple, un policier, un gendarme, il n'aura plus le droit de porter une arme, il n'aura plus le droit de conduire, il va être parce qu'on craint l'hypoglycémie, c'est-à-dire le moment où je vais peut-être m'évanouir, tellement l'hypoglycémie sera forte. C'est des listes, et ça des métiers, il y en a aussi bien dans la fonction civile que dans la fonction publique, que dans les métiers, les métiers de la mer, l'aviation civile, enfin énormément de métiers, et c'est une très vieille liste qui est... Donc stigmatisant alors. Stigmatisant. D'accord. Puis on l'a vu vis-à-vis de permis de conduire, par exemple. Quand on a un traitement qui peut risquer une hypoglycémie, on n'a plus le droit de conduire sans avoir passé, comme entre guillemets, les alcooliques ou les gens qui ont fait des gros excès de vitesse, il faut aller voir le médecin agréé pour pouvoir avoir l'autorisation. C'est assez stigmatisant. Donc on vous le rappelle, non seulement vous devez vivre avec. Et la crise de Covid a montré aussi une stigmatisation, parce qu'il fallait déclarer sa vulnérabilité. D'un seul coup, vis-à-vis de son employeur, il dit « Tiens, celui-là, il est vulnérable ». Oui, je comprends. Et ça change votre image. Ça change votre image, et à l'avenir, quand il y aura des plans sociaux, on va peut-être faire partie. Et puis la dernière chose, c'est une stigmatisation culturelle. Quand vous avez montré votre tableau très intéressant sur la répartition du diabète et de l'obésité, on aurait pu aussi montrer les mêmes relations entre les indices de pauvreté des communes et le diabète,
et l'obésité. Et je dirais même, on le voit aussi avec la vaccination et d'autres. Et donc on s'aperçoit... Ce sont un peu les mêmes régions. Voilà, que c'est des déterminants sociaux. Les régions moins favorisées, où on est davantage obèse, on a davantage de diabète, on est moins vacciné, etc. Exactement, les déterminants sociaux de santé sont extrêmement importants. Et un point important, et ça rejoint tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a sûrement des facteurs d'épigénétique qui agissent à ce niveau-là, sur le mode d'alimentation, plus de consommation d'alcool, plus de consommation de tabac. L'épigénétique, c'est la manière dont l'environnement ou mes comportements agissent sur la manière dont mes gènes s'expriment. Je voudrais qu'on termine sur quelque chose d'important dans notre émission, c'est comment est-ce qu'on va retarder donc l'apparition de ce diabète de type 2. On va agir sur alimentation, activité physique, perte de poids. On est d'accord? Activité physique, quel type d'activité physique est-ce qu'il faut que je mette en œuvre, professeur Boitard? Il faut une activité physique qui soit adaptée aux gens communs. On ne parle pas de gens qui vont faire les Jeux Olympiques. Et c'est très intéressant. J'avais vu une statistique qui montrait par exemple que dans la prévention des accidents cardiovasculaires, dont le diabète est un facteur de risque majeur, les gens qui marchent un quart d'heure par jour en étant essoufflés. On ne dit pas marcher à 8 km/h ou 4 km/h, etc. C'est aller à son seuil de tolérabilité de l'effort physique. Mais ils divisaient considérablement, ils étaient à 40% donc du vous risque. Suggérez déjà de marcher, très bien marcher, mais au moins marcher avec une certaine vitesse, savez, être essoufflé pendant un quart d'heure. Il y a l'image qu'on voit classiquement, vous avez un escalier, puis un escalier roulant à côté. Tous les gens prennent l'escalier roulant. Je pense qu'il faut prendre l'escalier. Mais même l'escalier, il ne s'agit pas de le prendre une petite marche l'une après l'autre. Non, il faut y aller, si on peut, si on se sent suffisamment l'aise. Il faut avoir... Aujourd'hui, en moyenne, un Français est debout 1 heure par jour. En 1900, il était debout 8 heures par jour. C'est ça. Et donc l'activité... Alors une chose sur laquelle on n'a peut-être pas assisté, c'est que c'est vraiment une maladie de déséquilibre entre un génome de prédisposition et l'environnement. C'est ça. Et l'environnement, c'est les comportements. Physique, dans l'environnement, vous mettez les comportements. Aujourd'hui, on prend sa voiture pour aller acheter le journal. Ok, donc activité physique. Alors, on va essayer d'être très concret. Activité physique, donc, si je marque un quart d'heure, une demi-heure par jour avec un rythme suffisamment soutenu, c'est ce que vous appelez une bonne activité physique. C'est déjà bien. Et un intérêt pour le diabétique, c'est l'activité physique permet d'utiliser le glucose indépendamment de l'insuline. La contraction musculaire utilise le glucose. Donc ça, c'est vraiment donc ça fait baisser la glycémie. Ça fait baisser la quantité de sucre dans le sang. Et l'insulinémie. Et l'insulinémie. Donc ça, c'était l'activité physique, pas une journée sans sortir de chez soi. Parlons d'alimentation. C'est plus compliqué l'alimentation, Jean-François Thébault? Alors là, vous touchez à ce qu'on appelle les parties les plus irréductibles de la personnalité. L'alimentation, ça vient de tout petit. Oui, et des habitudes, ça vient de tout petit. Et puis il y a même des habitudes culturelles qui viennent de siècles et de millénaires. J'allais vous le dire, il y a des comportements ethniques aussi, avec des alimentations spécifiques. Donc on touche à quelque chose de profond. C'est difficile à changer. Alors déjà, l'activité physique, on touche aussi à quelque chose de profond parce que ça demande un effort de le faire. Mais les règles diététiques, c'est encore plus difficile parce que c'est définitif. Alors on a très bien compris ça. Maintenant, ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on arrive à des conseils. Alimentation, donnez-moi quelques conseils clairs pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît. Moi, c'est très simple. J'ai réduit, comme ça a été dit tout à l'heure, mes apports en glucides, d'une manière générale. Les glucides, c'est-à-dire, donc c'est le sucre qu'on met dans son... Ah oui, mais ça c'est évident. Pas de sucre ajouté. Mais les glucides, c'est aussi le pain, les pâtes, les féculents, etc. De manière à avoir une alimentation équilibrée, en privilégiant du poisson, des légumes verts régulièrement, des fruits, des laitages, principalement. C'est un régime normal. Professeur Boitard. Le régime diabétique, on dit c'est un régime sans sucre. C'est en réalité un régime hyper normal. Et d'ailleurs, il y a des études. Ben oui, c'est une alimentation. C'est l'alimentation de nos parents. C'est une alimentation équilibrée. Et vous savez, si vous mettez toute la population à ce qu'on appelle, entre guillemets, le régime diabétique, c'est-à-dire un régime normal, vous allez voir, y compris chez les non-diabétiques, le nombre d'infarctus considérablement diminué. Et ça, c'est démontré. Quoi d'autre? Il y aura plein d'accidents vasculaires cérébraux, une réhabilitation des légumineuses. Rénale, une réhabilitation des légumineuses qu'on ne mangeait plus. Les légumineuses, c'est tout ce qui est... Les lentilles, les pois chiches, les pois. Qui sont des féculents.
mais qui ont beaucoup de protéines. Une relation avec beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, une valeur énergétique importante et un rapport très important qui vous apporte des protéines, pour notamment tous ceux qui veulent éviter de manger de la viande. Moins de sucre, moins de nourriture industrielle aussi. Bien sûr. Oui, bien sûr, encore faut-il le dire. Un point sur lequel on n'a peut-être pas insisté, c'est que c'est vraiment, entre guillemets, une maladie, comme je l'ai dit, j'ai mis des guillemets, qui est liée à une inadéquation entre notre génome et l'environnement. Le génome, il évolue sur des milliers d'années. Donc il n'a pas changé en 50 ans. Alors que notre environnement, il a considérablement changé. Notre génome, il a été sélectionné avec des gens dont les sucres essentiels, c'était en fait les sucres qui étaient dans les parois des végétaux, sous forme de sucre très lent, très peu. etc. Et le seul sucre rapide qui a commencé à émerger essentiellement chez les gens riches, au 17e, 16e, 17e, quand on a commencé à explorer le monde, c'était le miel. C'était le miel, qui était importé. On avait du miel, mais sinon il n'y avait pas tellement de sucre. C'était pratiquement le des seul fruits sucre, quand même. entre guillemets, rapide. 3 petits mots. Polluants, comme le tabac joue un rôle. Le tabac est un facteur de risque. Ok. Horloge biologique, vous m'avez dit, attention, le travail alterné, c'est-à-dire, on pense par exemple aux infirmières qui s'occupent des malades de la Covid. Une carte qu'on aurait pu montrer, par exemple, c'est la carte du globe vue de la station spatiale, la nuit. Oui, c'est ça. Vous avez la lumière qui vous fait une carte du monde un peu particulière. Elle est tout à fait parallèle à la carte du diabète. Donc il y a des villes qui sont éclairées. C'est une image qui est un peu contestée. D'accord. Mais les villes tout sont ça éclairées. pour dire, oui, quelqu'un par exemple qui fait du travail alterné jour-nuit, il perturbe ses horloges biologiques. Et en gros, votre organisme, il fonctionne dans la journée de façon inverse de celle dans laquelle il fonctionne la nuit. Pourquoi ? Parce que tout l'objectif de l'organisme, c'est d'alimenter le cerveau. Oui. Donc dans la journée, vous mettez en réserve, et dans la nuit, vous restituez les réserves pour aller générer du carburant et assurer un taux de glycémie qui permet le fonctionnement. On perturbe tout ça. Le travail alterné, vous disiez, on multiplie par 2 le risque de diabète. Chez la souris, quand vous cassez 2 gènes au moins, l'un et l'autre séparément, qui sont le contrôle moléculaire des horloges biologiques, votre souris, elle devient prédisposée au diabète. Le stress aussi joue un rôle ? Alors, le stress joue probablement un rôle dans la montée glycémique. Ouais. Puisque le stress, c'est quoi le stress ? Le stress, c'est une réaction de défense de l'organisme face à des situations de danger. Et je répète, tout l'organisme, il est orienté pour assurer que le cerveau ait son carburant, qu'est le glucose. Et donc, dans une situation de stress, vous mobilisez toute une série de mécanismes qui vont en particulier assurer ça. Donc, ça va faire monter la glycémie. Professeur Boitard, un dernier mot. Vous avez l'impression donc effectivement il y a plusieurs probablement diabètes sous-jacents au diabète de type 2. Pour la raison simple que je vous ai dite au départ. Oui. C'est qu'on n'a pas de paramètres biologiques. Vous voyez un patient, sa glycémie est élevée, vous lui dites qu'il y a un diabète. Vous n'avez aucun examen biologique qui va permettre de dire c'est un diabète de type 2. Les seuls examens biologiques que vous avez, c'est des examens qui vont exclure d'autres formes de diabète. Mais on les exclut probablement pas toutes. Et donc, on met dans le diabète probablement des entités qui ne sont pas toutes exactement les mêmes, même si la clé, c'est quand même cette anomalie de cinétique de sécrétion de l'insuline par le pancréas. La cinétique, c'est la manière dont elle est sécrétée. Elle est par exemple oscillatoire. C'est ça. Vous perdez les oscillations. Les gens qui ont un diabète type 2 ont des cellules bêta qui perdent les oscillations de sécrétion de l'insuline. Ça a un impact sur le foie, sur le contrôle de la restitution de ce que vous avez mis en réserve dans la journée pendant la nuit, par exemple. Alors ce diabète de type 2, c'est une maladie grave qui s'installe en silence, mais qu'on peut prévenir en jouant sur l'alimentation, la perte de poids, l'exercice. Il faut se faire aider avec des médecins, des nutritionnistes, des diététiciennes peut-être. Vous pouvez agir pour votre bien et celui de vos enfants. On a aussi encore besoin de recherche. C'est une maladie qu'on connaît finalement encore mal. On s'en aperçoit. Alors pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la Fédération française des diabétiques. Il y a plein d'informations. Sur le site de l'INSERM, il y a un dossier très bien fait, diabète de type 2. Alors merci infiniment à vous tous, Christian Boitard, Fabienne Fouffel, Jean-François Thébault pour avoir été avec nous pour cette nouvelle émission 30 minutes santé de l'INSERM. Merci infiniment aux équipes du département Images et Son de l'Université de Paris, à Samia Seri qui a réalisé cette émission et à Samia Saya de l'INSERM qui l'a conçue et organisée. On se retrouve en mars pour un nouveau numéro à l'occasion de la Semaine du Cerveau. À bientôt.